Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, merci de bien vouloir participer à ce webinaire. Ce webinaire est consacré aux, aux études qui ont été portées par l'IEPL et l'OMPL. Alors, l'IEPL et l'OMPL sont deux observatoires, l'un qui est à but paritaire et qui est l'OMPL, l'Observatoire des métiers et des professions libérales, et l'autre qui est l'EPL, qui est l'Institut des entreprises et des professions libérales. Ces deux observatoires sont issus de la volonté de l'UNAPL. Alors, cette étude et ce webinaire est extrait d'une étude complète qui est centrée sur les entreprises libérales après la crise de la Covid. Comme vous allez l'écouter et l'entendre et le voir, cette étude va porter sur les périodes et sur les répercussions pour les entreprises et sur les relations du travail de la crise Covid, mais pas seulement. Vous allez avoir aussi des études prospectives sur les modifications que vont entraîner à plus ou moins long terme cette crise, non seulement sur l'entreprise, mais sur le travail. Et on se posera la question si ces modifications, qui pour certaines étaient probablement antérieures à l'arrivée de cette crise. Donc voilà, en quelques mots, résumer ce webinaire auquel vous assistez. Je vais laisser la parole dans une première étape à Élise qui va vous rappeler le mode d'emploi de ce webinaire, et ensuite ce sera Stéphane Rappelli et Jean-Joseph Cuperlol qui vous présenteront cette étude. Merci à toutes et à tous. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, je vais juste rappeler comment, en pratique, on pourra poser des questions. Il suffit juste d'utiliser l'onglet Q et R que vous voyez en bas de votre écran. Et nous récolterons les questions et nous les poserons effectivement aux intervenants, et en espérant que ce webinaire puisse vous apporter quelques connaissances sur les entreprises libérales. Donc voilà, donc n'utilisez pas le chat qui est vraiment pour la discussion, utilisez pour les questions et réponses l'onglet Q et R. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane Rappelli qui a fait l'étude. Merci à vous. Merci Élise. Alors oui, je suis accompagné par Jean-Joseph Cuperolc qui a aussi participé activement à cette étude. Étude qui a été lancée à un moment assez particulier puisque au moment de la crise, les entreprises libérales étaient tout à fait invisibilisées. Et la question qui était posée, c'était initialement de comprendre en quoi la crise sanitaire que nous étions en train de vivre, donc là on était au tout début année 2020, en quoi cette crise sanitaire allait impacter l'activité des entreprises tant au niveau économique que organisation du travail pour les salariés, etc. Et puis les événements sont allés très très vite. Et finalement, on a été amené à observer pas mal de modifications, pas mal de changements qui sont survenus au fur et à mesure de l'avancée de l'année 2020 à une vitesse excessivement rapide. Donc, il a fallu à chaque fois que l'on se réadapte, et on a réussi à mettre en perspective quelques éléments saillants qui sont, d'après ce que l'on a pu observer, constater, modéliser et compter, qui sont assez importants pour l'avenir des entreprises libérales. Alors, les études conjointes de l'OMPL et de l'UEPL se sont attachées à essayer de présenter de manière simple et condensée les mutations du tissu entrepreneurial libéral. Se sont aussi intéressés à la question des conditions d'exercice de l'activité, alors de l'activité libérale du côté des professionnels libéraux, et naturellement des conditions de travail pour les salariés, qui renvoient à des questions de qualité de vie au travail. La question de la formation a été aussi abordée avec une certaine insistance, parce que il y avait tout un protocole qui avait été mis en place par l'État pour favoriser la formation au regard des événements de la crise sanitaire,
D'une part parce qu'il y avait eu du temps qui avait été mis à disposition des salariés, puis en général de pas mal de travailleurs, et d'autre part parce que ça constituait un levier de retour à une croissance économique souhaitable et souhaitée. Donc, on a aussi interrogé ce volet-là. On s'est intéressé à l'impact de la numérisation des activités libérales et enfin aux potentialités du développement du télétravail. Alors, tout cela a donné naissance à 2 études connexes qui sont d'une densité certaine, et nous allons aujourd'hui essayer de vous présenter une synthèse sur ce qui concerne à la fois le champ de l'IEPL et le champ de l'ONPL, à savoir l'organisation des entreprises sous l'éclairage de la gestion des ressources humaines en l'occurrence. Alors avant cela, je voudrais rappeler un petit peu ce que c'est que le champ libéral au lendemain de la crise. Au lendemain de la crise, les entreprises libérales, c'est 1,7 million d'entreprises de toute taille. Ça constitue, pour vous donner un petit repère, un tiers du tissu entrepreneurial national. C'est-à-dire qu'un tiers des entreprises en France sont des entreprises libérales. On a la décomposition assez traditionnelle. Vous en avez 60% dans les activités cadre de vie techniques, 33% dans le secteur de la santé, et le reste, un petit peu plus de 5%, ça concerne les activités juridiques et du droit. En 2022, l'entreprise libérale a déjà beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les entreprises libérales, il n'y en a que 35% qui exercent dans un secteur réglementé. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on doit préciser, sur lequel on doit insister. Dans le grand public en général, on continue d'assimiler l'entreprise libérale à une activité réglementée. Mais non, en fait, ce n'est plus le cas. Et attention, les entreprises libérales exerçant sur une activité réglementée ne disparaissent pas. Leur nombre continue à croître, mais leur poids dans le volume total d'entreprise tend à diminuer. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le nombre d'entreprises croît terriblement depuis les années 2000. Pour vous donner une petite idée, depuis 2009, leur nombre a doublé. C'est-à-dire qu'on a un taux de croissance de 99%. C'est assez conséquent. C'est tiré essentiellement par les activités du cadre de vie et de la technique, qui sont principalement des activités non réglementées, et c'est aussi une croissance qui est tirée par les indépendants. 4 entreprises sur 5 sont des travailleurs indépendants au sens strict, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants au regard du Code du travail et ils ne font appel à aucune manœuvre salariée. Alors, quel fut l'impact de la crise sur cette évolution? En fait, comme vous le voyez sur le graphique, en 2020, en pleine année vraiment du dur de la crise, où on a connu les confinements, etc., on voit que la croissance ne s'est pas arrêtée. Le nombre d'entreprises a continué à croître. Il y a eu un ralentissement. On est passé d'une moyenne de 6% de croissance du nombre d'entreprises par an à 2% en 2020. Et après, on est reparti sur un taux de croissance de 7%. Alors, on pourrait se demander, au regard de ces chiffres, si des fois, il n'y aurait pas tout simplement un effet de rattrapage qui pourrait tendre à s'essouffler un peu par la suite. Tous les indicateurs avancés qu'on a pu mobiliser, en l'occurrence les fichiers sirènes de création d'entreprises, mais aussi vous allez voir les créations d'emplois, les demandes d'emploi, tous les indicateurs avancés nous font penser qu'il ne va pas y avoir d'essoufflement. Plus encore, il y a un changement de régime. Le secteur libéral crée des entreprises massivement auparavant, et elle va continuer à en créer, elle va même en créer plus qu'avant. Donc ça, c'est déjà une tendance assez forte qui ressort de la période post-Covid. Vous avez remarqué aussi sur ce graphique que finalement, le nombre d'entreprises employeuses croît beaucoup moins vite que celui des entreprises non employeuses. Alors,
Ce n'est pas inquiétant en soi et c'est une des conséquences de la mutation, du changement morphologique des entreprises libérales employeuses. D'une part, on observe un phénomène que l'on a appelé d'entrepreneurialisation. C'est-à-dire que les entreprises libérales, traditionnellement, elles étaient constituées en statut juridique d'entreprise individuelle. Et de plus en plus, elles deviennent des sociétés. Pour vous donner une petite idée, alors si les sociétés étaient de toute façon traditionnellement majoritaires dans le cadre de vie technique, dans le secteur juridique et dans le secteur de la santé, c'était beaucoup moins vrai. Par rapport à 2019, les créations de sociétés dans le secteur du juridique ont progressé de 15 points. Mais elles ont aussi progressé de 9 points dans le secteur de la santé. Et si on continue cette tendance, fin 2022, les créations de sociétés dans le secteur de la santé seront majoritaires. Et ça, c'est une vraie révolution. Ce qui se cache là derrière, c'est que les professionnels libéraux, les créateurs d'entreprises, adoptent une réelle démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler à plusieurs, pouvoir mobiliser facilement des capitaux et finalement organiser leur activité au sein d'une réelle entreprise. Autre phénomène que l'on observe, on a une croissance du nombre d'entreprises de grande taille, plus de 20 salariés, mais aussi de très petite taille, de 1 à 3 salariés. Et enfin, dernier phénomène, on a une complexification des entreprises. Traditionnellement, une entreprise libérale, c'était un établissement, une seule structure physique. Depuis la crise, on observe une multiplication de la création d'entreprises multi-établissements. La moyenne globale sur les créations, elle est passée à 2 établissements pour une création d'entreprise. On a très clairement un secteur qui est en train de devenir réellement entrepreneurial. Et la crise a fortement joué sur cette tendance. Alors, 316 000 entreprises employeuses, ça crée naturellement de l'emploi salarié, mais il ne faut quand même pas oublier les indépendants. Alors, j'insiste un petit peu sur les indépendants un petit moment, parce que dans le cadre du champ de recherche défini par l'IEPL, on a essayé de caractériser ces indépendants au lendemain de la crise, ce qu'ils étaient. Et on a découvert qu'il y en avait un quart qui étaient des employeurs potentiels, c'est-à-dire des gens tout à fait disposés, à condition que toutes les conditions soient réunies, à créer de l'emploi salarié. De l'autre côté, on a les entreprises employeuses qui regroupent 1,2 million de salariés. Pour vous donner une idée d'évolution, sur les 10 dernières années, l'emploi salarié dans les entreprises libérales, ça a progressé de 10,3%. On peut mettre en balance la progression du nombre de salariés dans l'ensemble de l'économie française, tout secteur confondu, qui est de 7,4%. Donc, vous voyez que les entreprises libérales ont un nombre de salariés qui courra plus vite que celui qui est observé dans l'ensemble de l'économie. C'est réellement un secteur dynamique qui crée de l'entreprise et qui crée de l'emploi. Qui plus est, ce phénomène de création d'emplois salariés ou de potentialité de création d'emplois salariés a toutes les chances de perdurer. Lorsque l'on regarde les offres d'emploi qui ont été collectées par Pôle emploi et que l'on prend la progression 2019-2022 au premier trimestre, c'est plus 20,5% d'offres d'emploi en plus. Alors naturellement, c'est tiré par le secteur cadre de vie technique, tout simplement par un effet volume. C'est là où il y a le plus d'entreprises, c'est là aussi il y a le plus d'offres d'emploi. Mais il ne faut pas se méprendre sur les chiffres. Le secteur de la santé, son dynamisme est écrasé, si vous voulez, par le poids des données du cadre de vie technique. Mais néanmoins, le nombre d'offres d'emploi sur la même période a progressé de 72%, ce qui est quand même assez conséquent. Alors, la question qui se pose là derrière, en dehors du fait qu'il y a certainement eu un rattrapage du fait de la crise sanitaire, et en l'occurrence, on le voit avec le creux qui est intervenu au deuxième trimestre 2020, la vraie question qui se pose, c'est quelles sont les dynamiques derrière.
les dynamiques derrière sont d'autant plus importantes que vous n'êtes pas sans savoir que l'on a une situation de tension généralisée sur le marché de l'emploi. Ce qui veut dire que beaucoup d'entreprises demandent du travail, demandent des salariés, et aussi beaucoup d'entreprises n'en trouvent pas. Et ça, pour le coup, ça interroge fortement les entreprises libérales. Parce que si le secteur est dynamique, s'il emploie, il n'en reste pas moins que l'on a repéré quelques signaux d'alerte. Et en l'occurrence, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est le turnover chez les salariés des entreprises libérales. Tout secteur confondu, on est à 23%. Or, en sciences de gestion, on admet traditionnellement que dès lors que ce taux dépasse 15%, c'est un réel signal d'alerte préoccupant. Le turnover, c'est tout simplement le rapport des gens qui rentrent dans l'entreprise, dans la branche, dans le secteur, sur le nombre de gens qui en sortent, qui s'en vont. Et là, plus vous avez un turnover élevé, plus ça veut dire que le personnel dans votre branche, votre entreprise ou dans votre secteur est renouvelé. Alors, il est vrai qu'il y a un effet croissance. Il y a beaucoup de gens qui rentrent. Mais on a aussi regardé ceux qui sortaient. Il y en a aussi beaucoup qui sortent. C'est beaucoup plus sensible dans le cadre de vie technique. Vous avez un turnover qui est de plus de 25%. Et le plus faible, il est dans le secteur santé de 18%. Mais il y a aussi un effet âge. Par exemple, on a observé des branches, et je pense en l'occurrence à la pharmacie, où les salariés de moins de 30 ans ont un turnover qui est supérieur à 30%. C'est-à-dire qu'on fait arriver beaucoup de jeunes, mais il y en a aussi énormément qui s'en vont dans le même temps. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a de l'énergie, des ressources qui sont employées à aller chercher les salariés, à les former, et finalement, ils s'en vont. Il y a un sujet à ce niveau-là. Le deuxième vecteur d'alerte que nous avons, c'est que dans la catégorisation de l'ensemble des salariés des entreprises libérales, on avait plusieurs classes, et on a découvert qu'il y en avait un quart que l'on a qualifié de salariés dépités au lendemain de la crise. C'est-à-dire qu'ils sont globalement très insatisfaits de leur situation. Ils ressentent une distanciation par rapport à l'entreprise, par rapport à l'employeur, par rapport à leur supérieur hiérarchique. Et ils se ressentent comme de simples exécutants de tâches qui finalement se vident un petit peu de sens. Leurs postes et leurs tâches manquent globalement de formalisation, ils sont assez flexibles, sauf en ce qui concerne le cœur de métier de l'entreprise, auquel en général ils n'ont pas accès. Et ils expriment un réel mécontentement au niveau de la qualité de vie au travail. Alors ça concerne aussi bien les conditions matérielles que l'implication et l'ambiance générale qu'ils ont au niveau des équipes, et que la relation avec les clients et les patients qui tend, selon leur ressenti, à perdre en qualité. Donc ça, c'est aussi un critère d'alerte qui nous semble important de soulever parce qu'un quart des effectifs salariés, c'est quand même pas rien. On a aussi regardé ce qui se passait du côté des entreprises employeuses au niveau de la gestion des ressources humaines. Et on a remarqué que, au sortir de la crise, vous en aviez 65% qui n'ont absolument rien changé, malgré tout ce qu'elles ont traversé, qui n'ont absolument rien changé dans leur gestion des ressources humaines. Et ça, c'est un petit peu surprenant parce que on en a aussi quand même repéré un gros quart qui était devenue tout à fait novatrice en la matière, et tout à fait novatrice au regard du turnover, au regard de l'insatisfaction de salariés et de l'évolution générale du marché de l'emploi. Mais là, ce qui est quand même un petit peu inquiétant, c'est que 65% qui restent sur les mêmes trajectoires, par rapport à tout ce que l'on observe à côté, on pense que ça va faire émerger des frictions. Ça va faire émerger des frictions, d'autant plus que quand on interroge les salariés sur leurs inquiétudes, les 3 principales qui émergent immédiatement, c'est le manque de personnel. Et ça renvoie directement au taux de turnover. La troisième, c'est un ressenti de pression pour les résultats,
qui est tout à fait lié avec cette problématique de l'employabilité, enfin, de la capacité des entreprises à mobiliser de l'emploi et durablement des salariés. Et surtout, il y a de grosses inquiétudes quant au cœur de métier. Alors, j'insiste sur cet item parce qu'il se trouve qu'il est transversal à l'ensemble des acteurs des entreprises libérales, c'est-à-dire qu'il concerne aussi bien les travailleurs indépendants que les chefs d'entreprise ayant des salariés et que les salariés. Et systématiquement, c'est l'inquiétude qui arrive en deuxième place pour toutes les catégories d'acteurs. Et ça, c'est assez, pas troublant, mais suffisamment important pour qu'on le signale. Derrière, il se cache des questions sur réellement l'évolution de la tâche, de ce à quoi est normalement destiné le travailleur, qu'il soit salarié ou employeur ou indépendant. Il y a aussi la condition de réalisation de ce métier. Et là, on peut voir l'impact du numérique, on peut voir l'impact des modifications avec les relations des clients, des patients. On peut voir aussi des inquiétudes quant au contenu et à la valorisation du métier. Et là, il se pose des questions de formation. Bref. Alors, juste pour rajouter Oui. quelque chose, c'est que en fait, ces observations ont été faites principalement au premier trimestre 2022. Donc, elles sont des observations qui sont à un moment donné où l'ensemble des acteurs interrogés sont plutôt dans une logique de reprise de l'activité. Et une partie, pour compléter le propos de Stéphane Rappelli, c'est que une partie des salariés d'Épité, notamment, insistent sur le fait que pendant la période Covid, finalement, on leur a fait confiance, on leur a donné un peu plus d'autonomie et que le moment venu, c'est-à-dire d'une reprise de l'activité dans des conditions, on va dire, optimales, fait qu'un certain nombre d'avancées qui avaient pu exister en termes d'autonomie, de responsabilisation, et c'est en ça qu'il y a cette inertie qui est observée, c'est-à-dire que les entreprises une bonne partie des entreprises et une majorité d'entre elles, en fait, sont revenues à un fonctionnement qui était le fonctionnement avant crise du Covid. Et ça, c'est un sujet, c'est-à-dire qui est important à souligner, c'est-à-dire il y a bien eu des transformations, des adaptations, et une perception certainement pour une partie des personnes qui ont vécu ces adaptations et ces transformations, de l'idée qu'elles allaient être durables. Ce qui est observé, c'est que ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas, et donc il y a là effectivement une interrogation à avoir sur, c'est ce qu'on essaye de souligner à travers les différents points sur les inquiétudes et le point sur l'inertie de la GRH. Évidemment, ce sont des données générales, mais en tout cas, c'est de ça dont on parle principalement. Alors, au regard de toutes les observations, les constats et ce qu'on a pu analyser, très synthétiquement, on a formulé 5 pistes d'action à développer. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-Joseph, qui m'a fait une excellente transition, la première question, la première piste explorée, ça va être de replacer la qualité de vie au travail au centre de la gestion des ressources humaines. La question, elle n'est plus tellement de savoir pour les entreprises libérales, de savoir si elles vont pouvoir recruter des gens. La vraie question va être de savoir si elles sont capables de conserver les compétences au sein de leurs établissements. Et pour ça, il y a une réelle demande de la part des salariés sur un accroissement de la vie au travail. Et c'est d'autant plus sensible que là, il y a la génération de ce qu'on appelle les millennials qui arrivent et qui sont employés. Et ce sont des gens qui donnent une importance première à la qualité de vie au travail, au sens dans le métier, qui ont besoin de sentir que leur activité, que leur tâche est insérée, est enchâssée dans un projet d'entreprise qui les intéresse. En outre, il leur faut du travail qui soit plutôt collaboratif, et tout ça fait que toute entreprise qui ne donnera pas une importance réelle à la qualité risque rapidement de ne pas pouvoir conserver ses salariés.
Incidemment, la deuxième action que l'on préconise, c'est qu'il va falloir construire un réel modèle de gestion des ressources humaines pour les TPE des entreprises libérales. Pourquoi? Parce que finalement, pour les grandes entreprises, la gestion des ressources humaines, c'est quelque chose d'assez habituel. Il y a des postes qui sont faits pour la gestion des ressources humaines. Vous avez des cours complets, des cursus universitaires complets de gestion de ressources humaines, donc il n'y a pas trop de questions, les outils existent, il suffit de mobiliser les bons. Pour les très très petites entreprises, 1 à 2 salariés, on sait que de toute façon, quelle que soit la solution extérieure que vous leur proposerez, ça ne fonctionnera pas, parce que ce sont des entreprises qui sont gérées de façon familiale, dans lequel l'interrelation entre les personnes prévaut sur tout le reste. Et finalement, là aussi, c'est acté, on ne pourra jamais vraiment faire évoluer les choses, et c'est un fait. En revanche, pour toutes les entreprises qui se trouvent au milieu, que vous prenez n'importe quelle littérature technique ou scientifique, il n'y a aucun modèle qui existe. D'autre part, les outils sont assez difficiles à mettre en place. Il est assez compliqué pour une entreprise de 5 personnes d'employer un responsable des ressources humaines. Et donc, il y a toute une logique à construire, il y a des techniques à développer pour pouvoir donner à ces petites entreprises des outils fiables et efficaces de gestion de ressources humaines. Et il est à noter que c'est aussi bien une demande des employeurs qui nous disent « c'est vrai, nous, on est formés à un métier, par contre, on n'est pas formé pour gérer une entreprise et du personnel, on ne sait pas faire. Et on voudrait savoir faire, mais on ne sait pas. » Que des salariés. C'est aussi une demande des salariés qui nous disent « oui, il y a réellement besoin de gestion de ressources humaines dans nos entreprises, nos TPE, tout simplement parce qu'on finit par ne plus s'y retrouver. » Et donc ça, la question d'un modèle de GRH pour les TPE, c'est particulièrement sensible, qui doit intégrer incidemment la QVT. La troisième action concerne le décloisonnement de la communication. Vous ne pouvez pas améliorer la QVT, vous ne pouvez pas développer des modèles performants si on reste sur le schéma classique de l'entreprise libérale dans lequel le chef d'entreprise, le professionnel libéral qui est le sachant, qui est celui qui détient le savoir, la maîtrise du cœur de l'activité, reste dans son cadre, dans sa bulle, et finalement ne fait que s'entourer de personnes qui viennent en soutien de son activité, alors que ce soit en soutien direct du cœur de métier ou en soutien administratif, fonctionnement d'entreprise, etc. Et ça, c'est aussi un des résultats qui a été systématiquement mis en perspective. L'entreprise très, très hiérarchisée, telle qu'elle est conçue dans les entreprises libérales, avec une réelle scission entre l'employeur et ses salariés, ça devient difficilement soutenable. Et donc, décloisonner la communication devient un impératif, d'autant plus que ça peut être un levier stratégique. Ça vous permet à l'employeur de mieux percevoir ou de pouvoir percevoir directement ce qui se passe dans le terrain, sur le terrain, ce à quoi sont confrontés les salariés, et finalement de mieux objectiver les besoins de l'entreprise. La quatrième piste d'action, ça va être la formation. Trop souvent, et on l'a constaté tant au cours des entretiens que des enquêtes en ligne, trop souvent, la formation dans les entreprises reste au niveau de ce qui est prévu par les conventions ou au niveau réglementaire. Et finalement, tout le reste de la formation est reporté sur ce que l'on appelle la formation informelle. Alors, ça pose des problèmes de qualité, on a assez du mal à percevoir la qualité, ça pose des problèmes d'évaluation, de valorisation, et il y a un réel effort à faire pour intégrer la formation dans une perspective de développement de long terme des entreprises. Je ne sais pas si Jean-Joseph, tu veux intervenir plus précisément, Ici, c'est ton domaine. je vais rajouter 2, 3 choses. C'est-à-dire, quand on dit faire de la formation un levier stratégique, c'est que c'est lié à une observation, une interrogation que l'on a eue pendant l'étude, qui était d'interroger finalement
le lien qui pouvait exister entre accès à la formation et comment continuation de l'activité. On s'est aperçu que pendant la période Covid, effectivement, il y a eu un accès pour certaines branches, l'accès à la formation de tous, hein, employeurs, salariés, y compris l'accès à la formation des indépendants, a été amplifié parce que par du fait de la disponibilité. Donc il y a déjà un sujet en soi qui est que c'est un constat que l'on fait, hein, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises on va dire, ont une difficulté à ajuster besoin de formation, besoin d'évolution des compétences pour l'entreprise et pour les salariés, notamment du fait des mutations hein, qui sont en cours, des transformations, et comment départ en formation compatible avec continuation de l'activité. C'est un sujet, c'est pour ça qu'on observe dans les secteurs des professions libérales un développement conséquent de ce qui relève des apprentissages informels. Encore faut-il que les organisations du travail s'y prêtent. Donc on a déjà écrit quelque chose là-dessus. Alors pourquoi on parle enfin, pourquoi on dit qu'il y a une action qui concerne la formation et qui est un levier stratégique? Elle concerne en fait tous les acteurs des professions libérales parce que, c'est lié aussi avec le modèle GRH pour les TPE, par exemple les frontières aujourd'hui entre l'activité propre du titulaire et ce qu'on appelle les assistants ou les personnes qui travaillent avec lui, aujourd'hui ces frontières s'estompent dans certains cas. Donc ça veut dire qu'il va falloir se réorganiser, il va falloir repenser l'activité, il va falloir, notamment par le biais de délégations hein, qui peuvent être données. Et donc la formation va jouer un rôle fondamental dans ce moment-là. On ne parle pas évidemment, le numérique est aussi un vecteur de besoin de formation. Et donc il y a une véritable réflexion à avoir qui est propre en tout cas au secteur des professions libérales, du fait du fait à la fois de sa construction et de la manière dont l'activité et les activités sont menées. Autre élément, puis j'arrêterai là-dessus, c'est ce qu'a souligné tout à l'heure Stéphane, et où là, à la fois la formation et le modèle GRH sont évidemment questionnés. C'est le fait que pour les entreprises employeuses, il y a une augmentation du nombre d'entreprises qui se regroupent et qui prennent une taille qui ressemble à, on va dire d'une certaine manière, à des entreprises un peu plus classiques et pour lesquelles les questions de GRH et de formation se posent différemment que lorsqu'on est 5 ou 6. Et le dernier point qui nous paraît particulièrement sensible, ça va être l'accompagnement des employeurs potentiels. Alors, je dirais même que finalement, toute entreprise libérale a besoin d'être accompagnée. Là, on le voit bien, comme le disait Jean-Joseph, sur les mutations qui sont nécessaires, les mutations qui s'imposent sur la formation, mais aussi sur la GRH en général. Mais l'accompagnement des indépendants pour les amener à prendre le statut d'employeur est d'une importance phénoménale, parce que c'est un réservoir d'emploi, très clairement. C'est aussi un réservoir de croissance d'entreprises libérales. Et systématiquement, ils nous disent oui, on aimerait bien franchir le pas, mais on ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas trop comment faire, et on a des interlocuteurs qui sont généralement les interlocuteurs du type URSSAF, qui est le centre de formalité des entreprises pour la plupart des entreprises libérales, et les réponses ne sont pas forcément adaptées. Et là, il y a réellement des modèles d'accompagnement à développer et à mettre en place pour favoriser la croissance de ces entreprises-là. Mais c'est vrai que les entreprises déjà employeuses, et en l'occurrence les TPE, la classe intermédiaire dont je vous parlais tout à l'heure, ont elles aussi besoin d'un accompagnement. Donc, ce sont des objectifs qui se croisent, mais qui sont, à mon sens, d'une importance absolue pour pouvoir garantir un développement et puis surtout un avenir
serein aux entreprises libérales. Jean-Joseph, si tu veux rajouter quelque chose. Je rajouterais juste quelque chose qui est que l'accompagnement des indépendants en recherche d'évolution, c'est un phénomène qu'on a observé aussi je dirais que je ne sais pas si c'est un signal faible, mais si en tout cas il portait une attention un peu particulière, c'est qu'en 2022, les entretiens qu'on a pu avoir auprès d'indépendants, y compris auprès de très petites entreprises, tendaient à faire émerger un phénomène qui était le besoin de se mettre en réseau, de travailler en réseau et dans des collectifs qui soient un peu plus formalisés. Et là, c'est une tendance qu'on a observée et qui commence à s'amplifier. Et en recherche d'évolution, ça veut dire à la fois potentiellement passer d'un exercice en tant qu'indépendant sans salarié à un exercice en société avec salarié, mais ça peut vouloir dire aussi travailler en réseau, dans des réseaux constitués autour de projets ou dans des logiques d'échange ou dans des logiques de mutualisation de moyens. Donc c'est aussi un phénomène qui est à prendre en compte, en tout cas pour les années qui viennent. Tout à fait. Alors là, la présentation que vous avez faite est éminemment synthétique. Les études sont que l'on a produit, enfin les rapports que l'on a produits sont assez denses et il y a tout un tas d'informations que vous pourrez retrouver. Les rapports sont disponibles sur les sites de l'ONPL et très certainement de l'IEPL. Et nous sommes à votre disposition naturellement pour répondre à vos questions et approfondir des points sur lesquels là nous sommes passés très très rapidement. Il y a déjà des questions qui ont émergé. Il y a 5 questions, Stéphane, dans le QR. Il y en a une auquel de spectateurs anonymes. Donc, à la place de QVT, nous n'avons pas parlé d'organisation du travail. Je crois que dans la QVT, il y a effectivement l'organisation du travail, mais pas seulement. C'est un petit bout de la QVT. Et j'ai aussi une question sur il faut que les salariés soient interrogés. C'est une bonne question puisqu'il y a une étude qui va être développée et en cours, axée sur la QVT et qui est menée par l'ONPL. Pour les autres questions, Stéphane, je te laisse la parole. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'organisation du travail, c'est ni plus ni moins qu'un des éléments qui va permettre d'améliorer la qualité de vie au travail. Mais ce n'est pas le seul. Vous pouvez avoir une organisation qui soit très rationnelle, qui soit opérationnelle, qui même peut être un petit peu agréable à vivre. Il n'empêche que si vous n'enchassez pas ça dans un projet d'entreprise dans lequel, à l'heure actuelle, le salarié peut se retrouver, peut se projeter, si jamais il n'est pas sollicité ou mis en valeur par le simple fait que l'employeur lui demande son avis sur telle orientation stratégique, sur telle méthode pour aborder, je ne sais pas, les clients, les patients ou quoi, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas se limiter simplement à l'organisation du travail. Il y a une demande réelle, alors on l'a constaté dans les générations qui sont déjà en activité, même depuis plus d'une vingtaine d'années, mais qui a été renforcée tout au long de la crise, enfin, au long de la crise sanitaire, et qui est un des principaux critères d'acceptabilité de l'emploi par la fameuse génération des millénials. Et donc, l'organisation ne peut pas répondre à tout. Et pour le coup, la construction du modèle de ressources humaines doit certainement, enfin, c'est pas doit certainement, il doit nécessairement passer par une mobilisation des salariés. Il s'agit plus d'une co-construction que de l'application d'un modèle qui existerait en dehors de l'entreprise. Tout à l'heure, Jean-Joseph parlait d'une demande de fonctionnement en réseau, de demande de coopération entre les indépendants, mais ça se retrouve absolument au sein des entreprises. Il y a besoin de co-construction d'un projet qui permettent, je dirais, d'améliorer certes la qualité de vie au travail, mais qui permettent aussi de fortifier au niveau individuel les trajectoires de vie
les trajectoires de vie, autant professionnelles que privées. Et ça ne peut que passer par de la concertation entre les… Alors que ce soit au niveau de l'entreprise ou après au niveau des branches, ou les deux, c'est à voir. Mais néanmoins, il y a nécessairement besoin d'allier tous les acteurs. Alors, j'ai envie de dire que je regarde les autres questions. Alors, il y a une question de Anne-Marie Robert, qui est présidente d'une APL de Rhône-Alpes, de la région Aura. Oui, les 50% d'indépendants purs et durs, de toute façon, on les a repérés, hein, on les a repérés dans le séquençage que l'on a fait. Ces indépendants-là, quoi qu'il arrive, ce sont l'idéal type de l'indépendant. Ce sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes, qui ne veulent absolument pas prendre des salariés, au moins la santé. Peut-être en prendront-ils en fin de carrière. On a vu ça, des changements arriver vers la cinquantaine, où il y a un besoin de baisser un petit peu la pression sur le travail. Mais néanmoins, les gens dont vous parlez, ce sont vraiment les indépendants purs et durs. Et pour le coup, je pense que c'est un modèle qui leur convient. Il peut y avoir des améliorations au niveau législatif pour sécuriser les parcours, pour sécuriser les entreprises. Si je ne m'abuse, l'UNAPEL, il travaille pas mal là, pour l'évolution de l'entreprise individuelle. Mais sorti de ça, de toute façon, vous ne pourrez jamais en faire autre chose que des indépendants. Et donc, c'est certain qu'ils resteront des indépendants et seront potentiellement jamais des employeurs, sauf à quelques exceptions en fin de parcours. Ce que je voulais rajouter sur l'organisation du travail, et y compris essayer de répondre en transversal sur des questions qui sont posées, y compris sur la formation. Il y a de toute façon à la fois lié à la période du Covid et aux enseignements que les uns et les autres ont pu en tirer. Et notamment le constat qui est fait aujourd'hui et qui est fait, on va dire, dans tous les secteurs, d'un rapport au travail qui est en évolution, qui concerne certes des jeunes générations, mais qui concerne aussi les adultes aujourd'hui. C'est-à-dire que ça se cantonne pas à une population qui arrive sur le marché du travail. Aujourd'hui, la qualité de vie au travail, l'équilibre vie au travail, vie personnelle, la question du sens, elle transcende les générations, et donc ça devient un sujet collectif. Il y a aussi le numérique, la dématérialisation. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qui sont propres, dont on a parlé tout à l'heure, sur des frontières qui aujourd'hui ont tendance un petit peu à s'estomper entre certains métiers. Donc tout ça, ça crée un substrat général et un contexte où la question de l'organisation du travail, et je ne parle pas du télétravail en plus, hein, des négociations télétravail. Donc, la question de l'organisation du travail va être posée de toute façon, et elle devient centrale, et elle va être centrale pendant les années qui viennent. Et c'est là où la réflexion sur la QVT, le sens de ce que l'on essaye de dire sur des actions à mener, et sur la question de la formation aussi, qu'elle est posée, va prendre tout son sens. C'est-à-dire, c'est dans cette réflexion globale, avec l'ensemble des acteurs, que les différentes dimensions, que ce soit GRH, QVT, formation, vont pouvoir prendre leur sens dans une réflexion un peu plus globale, et non pas dans une réflexion compartimentée. En fait, on ne l'a pas dit de façon explicite, mais vous l'avez peut-être compris, c'est que les actions dont on parle, c'est systémique. C'est-à-dire, il faut se positionner sur ces cinq volets-là, les réfléchir ensemble et les travailler de manière collective. On ne l'a pas dit, mais je vais le dire.
Oui. Voilà, Il faut. ça vaut peut-être le coup de le redire. Si, il faut. Et sur la formation et sur la question des questions de catalogue, il y a effectivement certainement une difficulté un rapport entre besoin et offre qui n'est pas tout le temps satisfaisant, c'est sûr. En même temps, lors de l'étude qu'on a faite sur un an et demi, on s'est aperçu aussi qu'il y a un problème culturel. C'est-à-dire, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, à partir du moment où la formation n'est pas forcément centrale et les différentes modalités de formation qui sont proposées ne font pas l'objet d'une problématique en tant que telle travaillée dans l'entreprise, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. On s'aperçoit quand même que dans certaines entreprises qu'on a rencontrées, qu'on a interrogées et qui ont bien voulu nous donner de leur temps, on s'aperçoit que les réponses formation sont trouvées. Elles sont trouvées soit par des modalités en interne un peu formalisées, soit à travers des apprentissages informels, soit dans des démarches collectives sur des territoires, soit éventuellement dans des catalogues, soit sur le net. Enfin, on arrive peu ou prou à trouver des réponses, sauf quand c'est évidemment très pointu et ultra spécialisé. Merci, Jean-Jacques. Bon, je crois qu'on ne veut pas dépasser le timing. Donc, il y a un certain nombre d'autres questions. Probablement, on pourra vous répondre directement que par voie orale lors de ce webinaire. Juste, j'ai une question là sur l'impact de Doctolib sur les prises de rendez-vous. Il n'y a pas d'impact par le fait que c'est une démarche volontaire de la part du professionnel de santé de se mettre sur Doctolib pour prendre ses rendez-vous. Opportunité ou désorganisation, peut-être opportunité. S'il y a une désorganisation du service, mais libre à lui de se retirer de Doctolib. Bon, Roger, pour la conclusion, peux-tu nous parler, s'il te plaît? Juste, je vais clore cette réunion. Donc, je vais d'abord remercier les participants pour la disponibilité, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Et puis, je tiens à remercier particulièrement donc, Stéphane Impellier et Jean Pupérol, qui nous ont fait encore une démonstration, mais on a l'habitude, on travaille avec eux depuis des années, et je suis très content de leur travail jusqu'ici. Nous allons continuer à travailler d'ailleurs là-dessus, parce que l'étude n'est pas finie pour nous. Nous allons travailler à l'OMPL sur la QVT, c'est sûr. Voilà. Et comme je disais, ce webinaire nous a présenté qu'une partie du contenu de l'étude. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'OMPL, où vous retrouverez l'étude complète, mais aussi toutes les études que l'on fait à l'OMPL. On en fait pas mal, donc allez-y, c'est pour vous. Et nous envoyons par chat l'adresse de l'OMPL, comme ça vous pourrez y aller plus facilement. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et à bientôt. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.